Bon, je ne veux pas vous faire peur, mais dans un mois, on est en vacances. Ben, En vacances de balado. En vacances du balado, oui. Ouais, c'est ça. Ça va vite, pareil. Mais c'est ça qui arrive quand le Canadien joue jusqu'en troisième ronde. Ouais. Comme il y a l'écart entre sa fin de saison et la fin de saison rapetisse. Ouais. C'est une année record en termes de balado, là, en Hey, termes mais de nombre d'épisodes. Mais ça. C'est pas pire parce qu'avec on- les Jeux olympiques, avec des balados après chaque match éliminatoire de Canadiens, c'est vrai que ça. Ouais. Je sais pas à quel numéro t'es rendu, mais les numéros ont monté. Oui, ça a monté Ça a vite. monté vite. C'est comme quand Martin finit un livre, là, c'est le nombre de mots. C'est, C'est important. Ça, c'est un bon, ça. Est-ce que C'est une bonne année. Combien de mots a ton livre? Combien de mots? Combien d'épisodes cette 100 année? 112 000. Oh, ça va être un bon livre. Vite, grosso modo, là, on fait deux par semaine pendant 10 mois. Fait que c'est, mettons, 40, mettons 50. C'est comme 100. 80. On tourne autour de Ouais. 80 habituellement. C'est ça d'habitude, oui. Ouais. J'aurais pensé que c'était un peu plus. Puis là, il faut rajouter les 25 olympiques. Ouais, Il y a un par semaine pendant au moins 7-8 de plus pendant les On séries. va terminer l'année à pas loin de 120 balados. Là. C'est une saison compressée pour nous autres aussi. Bientôt, on va frapper pour notre poids en termes de... Mais t'as- Là, ça en On fait n'est un pas, peu de- rendu, non, non, ça non. va prendre plus qu'une année. Ça devrait devenir Vous quotidien, ce balado-là. Ça. Écoute, Ben, donne pas de hey, je vais en mauvaise idée au profiter. patron. Non, mais je vais en profiter pour rendre hommage à ceux et celles qui font du quotidien parce que, tu sais, on a ce luxe-là, nous autres, de... Tu sais, les sujets sont là. Quand on arrive, les sujets sont là. On n'a pas besoin de gratter, puis fouiller, puis répéter. Puis... Et quand vous faites une quotidienne, ben, à un moment donné, il y a du temps d'antenne à faire. On était un peu coincé avec ça. On a ce luxe-là. Ça va rester comme ça, je pense. On pourrait peut-être en ajouter un, mais c'est limite. Ouais, ben, On manquerait de soldats pour en ajouter un. Il faudrait recruter, effectivement. Puisque c'est pas notre tâche principale de Faudrait faire un balado. recruter. Voilà. il faudrait que notre Jules soit plus souvent dans les alentours. Ça prendrait un Jules, puis peut-être c'est ça, un autre. Mm. Un Jules, puis un autre. Voilà. Donc, ben là, je sais pas, 4 semaines, on va y arriver. Ben, ça va être costaud là, avec le repêchage et les joueurs autonomes. Et la Coupe Stanley. Et c'est vrai, accessoirement. Accessoirement. Ah oui, c'est vrai. Ça joue encore quand le Canadien joue Qui plus. on avait un collègue dont je tairais le nom quand la saison du Canadien était terminée il y a 2 ans. Il avait dit quoi, vous faites encore des balados? Ben oui, les séries commencent, espèce de. Bon. Je vais taire son nom. Alors aujourd'hui, peut-être quelque chose comme une grande série. Dylan Larkin est malheureux. Oh. Et bon sang, où regardera-t-on le hockey en français la saison prochaine? C'est tellement hockey, épisode 523. Il est votre journaliste affecté aux affaires du hockey, Monsieur Marc-Antoine Godin, allô? Bonjour! Et il est votre chroniqueur principal au service des sports, Monsieur Martin Leclerc. Allô, Martin? Prestidigitateur, animateur. Bonjour. Il manque- Je veux juste... OK, moi, je suis manquait le des l'autre, je suis le syllabes. deuxième. Oui. Je m'appelle Alexandre Coupal. Nous nous interrompons nous-mêmes en raison d'une nouvelle de dernière heure. Non, mais il faut le faire. Mais en même temps, c'est ça, c'est des enregistrements de brousse. Alors que nous sommes tous rentrés à la maison. Hein? C'est beau chez vous, les gars. Merci. On a appris quelques minutes après l'enregistrement du balado que Nick Suzuki était le récipiendaire, et pas à peu près, du trophée Selke, remis au meilleur attaquant défensif, si une telle chose se peut. Et conjointement, Cole Caulfield reçoit le Lady Byng. Je dis Suzuki pas à peu près parce que je ne sais pas si vous avez vu la marge qu'il y a entre lui et Chiarelli, qui est le deuxième, mais disons que c'est un vote clair. C'est un vote clair en faveur de Suzuki. Ben, l'affaire avec le trophée Selke, c'est que c'est un trophée qui, normalement, nécessite qu'un joueur bâtisse son dossier au fil des ans. Tu sais, c'est rare que tu as une bonne saison défensive, puis là, boum, tu vas le gagner. Tu sais, c'est pas aussi concret, la réaction n'est pas aussi immédiate que certains autres honneurs. Il faut d'abord que tu rentres sur le radar. Puis, Suzuki avait quand même obtenu
un vote de deuxième place l'année passée, un vote de deuxième place l'année précédente. Il avait terminé 13e au scrutin les 2 dernières années. Alors, le fait de gagner, c'est quand même un bond qui est appréciable par rapport à ce qu'on voit normalement. Puis ça, je pense que c'est tout à fait à son mérite, mais c'est devenu clair en parlant à des collègues là, dans les jours qui ont suivi la remise des scrutins que tout le monde vraiment avait Suzuki très, très haut dans son bulletin de vote. Et puis, c'est assez définitif comme victoire, surtout que on a été à même de voir avec Cirelli au premier tour des séries à quel point Anthony Cirelli est un bon attaquant défensif. Il a muselé le trio de Suzuki pour la grande majorité du temps durant le premier tour des séries contre Tampa. Alors, c'est un bel honneur pour Suzuki. Puis quand je parle de profil qui a été augmenté, mais quand tu vas aux Jeux olympiques, que tu es utilisé à des fins défensives là-bas, puis qu'à la grandeur de la Ligue, tout le monde remarque le fait que wow, tu t'en vas vers une saison de plus de 100 points. Je pense que Suzuki a ouvert les yeux à beaucoup de monde cette année, puis ça a fait en sorte qu'on a étudié sa candidature à l'extérieur de Montréal avec plus d'intérêt et plus de méticulosité que par les années passées. Martin, es-tu surpris? Je suis abasourdi, mon vieux, parce que dans mon livre, Nick Suzuki n'est pas un attaquant défensif. Il n'est même pas dans le top 4 d'utilisation en désavantage numérique dans son équipe. Regardez historiquement ce trophée-là. Puis j'enlève rien à Nick Suzuki. Là. Il y a 2 ans, il n'avait encore jamais terminé une saison dans les plus en passant. Puis je comprends, l'équipe a été en reconstruction et tout ça. Mais le trophée, la définition du trophée Selke, c'est remis à l'attaquant qui excelle le plus dans les aspects défensifs du jeu. Quel est l'aspect le plus défensif du jeu dans lequel tu peux retrouver un attaquant dans une saison de la Ligue nationale de hockey? C'est en désavantage numérique. Et historiquement, des gars comme Doug Jarvis, qui est un spécialiste du désavantage numérique et de contrer les meilleurs trios adverses, Bob Gainey, qui est un spécialiste du désavantage numérique, Guy Carbonneau, Gainey l'a gagné 4 fois. Guy Carbonneau, 3 fois, est un spécialiste du désavantage numérique. Patrice Bergeron symbolise probablement plus qui est le trophée Selke systématiquement à chaque année chez les Bruins, le premier, le joueur le plus utilisé en désavantage numérique. Fait que, écoute, est-ce que Nick Suzuki, je regarde là, 151 votes de première place puis 10 pour Anthony Cirelli. Je trouve que ça fait pas sérieux, mais je n'enlève rien à Nick Suzuki. Son trio a été très bon 5 contre 5 cette année, mais quand tu regardes ça comme ça, qu'est-ce qui différencie Suzuki, par exemple, de Nathan MacKinnon à Colorado? Là? Nathan MacKinnon ne joue pas en désavantage numérique. Il a été sur la glace pour à peu près le même nombre de buts que Nick Suzuki à force égale cette saison. Pour moi, Nick Suzuki est un attaquant offensif. Mm-hmm. Puis, on peut arguer, bien sûr, son équipe ne l'utilise pas en désavantage. Il serait bon en désavantage, mais son équipe ne l'utilise pas parce qu'il est bon en attaque. Ben, c'est ça, parce que tu utilises des attaquants défensifs. Mais je fais ça juste pour lancer une petite pierre dans la marmite, mais j'admire énormément Nick Suzuki. J'admire la progression qu'il a faite à chaque année dans chaque saison, la progression incroyable qu'il a faite là, dans la qualité de son jeu. Puis, je ne nie pas qu'il fait face à la meilleure opposition soir après soir, tout comme Nathan MacKinnon peut le faire aussi. Mais à mon sens, il ne se qualifie pas comme attaquant défensif dans la Ligue nationale. Non, et puis ça fait longtemps que ce trophée-là est dénaturé, là, dans une certaine mesure, non? Est-ce que Barkov c'est systématiquement employé en désavantage numérique avec les Panthers? Dans le top 4 dans son équipe. Dans les deux en fait, mais pas sur la première paire. Quand tu regardes les 2 dernières années où il a joué et il a gagné le trophée Selke, il était au total là, du temps de jeu le 5e attaquant en désavantage numérique chez les Panthers. Chez les Panthers. Ouais. OK. Donc, il a été utilisé davantage que ne l'a été Suzuki cette année. Mais ça va aussi, c'est en fonction aussi des alternatives que tu as sous la main et de la façon dont l'entraîneur décide d'utiliser un certain joueur. Je pense que la façon dont Suzuki réussit quand même à avoir, durant la saison régulière, à tout le moins, à avoir l'ascendant
sur le meilleur trio adverse quand il y a des confrontations difficiles à 5 contre 5. Je pense que c'est surtout ça qui a été retenu davantage que ses prouesses en désavantage numérique. Mais quand tu dis que le trophée a été dénaturé, c'est vrai d'une certaine manière parce qu'autrefois, on n'est plus du tout dans justement la logique de Bob Gainey, Guy Carbonneau. C'est davantage maintenant de récompenser les meilleurs joueurs sur 200 pieds, donc qui sont à la fois efficaces défensivement, mais qui réussissent à aller chercher des points quand même. Puis ça, c'est une lente conversion qu'il y a eu, mais qui a fini par saluer des joueurs comme Pavel Datsyuk, comme Patrice Bergeron, comme Andrzej Kopitar également. Maintenant, c'est un peu le tour à Alexander Barkov. Là, c'est un peu le roi de la montagne. Puis peut-être qu'il aurait gagné encore cette année s'il n'avait pas été blessé. Mais on a modifié la façon dont ce trophée-là est perçu pour justement récompenser des gars qui sont bons sur 200 pieds. Puis moi, j'y vois pas grand-chose de mal là-dedans. Jusqu'à un certain point, il a peut-être été moins dénaturé que le trophée Norris, qui autrefois devait récompenser les joueurs qui étaient les défenseurs qui excellaient à tous les points de vue. Puis aujourd'hui, le volet défensif du trophée Norris est quand même moins valorisé que la production offensive dans tout ça. Là. Ça va prendre un autre trophée. Ça va prendre un trophée pour le meilleur attaquant défensif. Puis le meilleur défenseur défensif. Exact. C'est juste à ajouter un qualificatif. Ça prend pas beaucoup de place là, sur la plaque. Est-ce que c'est... je faisais référence à Alexander Barkov, qui était le nouveau Patrice Bergeron, qui était lui-même le nouveau Pavel Datsyuk. J'entends par là que c'est des gars, on dirait que quand tu le gagnes une fois, tu le gagnes 6 fois. Ça vient toujours avec une suite. Est-ce que dans le cas de Suzuki, vous pensez que c'est une anomalie ou qu'effectivement, il pourrait le gagner l'année prochaine puis l'année d'après? C'est une bonne question. Moi, je suis pas les votes de l'Association des chroniqueurs de hockey à la trace, mais moi, ce vote-là est une surprise pour moi. Probablement, maintenant que son nom est dans la machine, il va peut-être revenir plus facilement au cours des saisons suivantes. Mais je suis estomaqué par l'écart entre lui et Anthony Cirelli. Là, si tu faisais un sondage parmi les 32 directeurs généraux de la Ligue nationale, puis tu demandais qui est le meilleur attaquant défensif entre Cirelli et Suzuki, je suis pas sûr que les mêmes proportions se reflèteraient là-dedans. Ouais. Puis j'aime pas ça dire ça, mais on dirait que ces problèmes-là arrivent avec les trophées qui sont votés par les journalistes. Non, mais c'est un problème. Non, mais c'est pas un problème. Tu sais, tout le monde voit le jeu à sa propre appréciation, mais si tu me disais, on pourrait s'installer autour d'une bière tous les 4 parce que Jacques-Alexis est là, les gens ne le voient pas, mais on pourrait s'asseoir autour d'une bière, on fera ça à notre souper de fin de saison. Est-ce que Nick Suzuki est un attaquant défensif? Ce qui est la définition du trophée, on va avoir un bon débat. Là. Ben, en tout cas, moi je pense qu'il va être de retour. Maintenant qu'il a un peu pénétré le Cénacle, sa candidature va être considérée davantage dans les années à suivre. Je continue de croire que Barkov est destiné à rester jusqu'à preuve du contraire le favori, mais tu regardes Cirelli, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'ampleur. Je m'attendais à ce que Suzuki gagne, mais l'ampleur de sa victoire, ça m'a vraiment, vraiment étonné. Mais tu sais, les gens, les membres votants aux 4 coins de la Ligue ne voient pas tous les matchs de toutes les équipes, puis ils vont, entre autres, se tourner vers les statistiques avancées pour pouvoir décortiquer ça. Puis, autant... Je sais que, tu sais, à Tampa Bay, je pense que Julien Brisebois sait qu'il a sous la main en Cirelli un attaquant défensif de premier niveau. Quand tu regardes les statistiques, quand tu regardes les confrontations, puis qui a affronté qui cette année, ben John Cooper s'est beaucoup tourné vers le trio de Yanni Gourde, beaucoup plus que sur celui de Cirelli cette année pour les confrontations les plus difficiles. Donc, Cirelli se tire très bien à faire, mais en même temps, est-ce qu'il a fait face à la meilleure compétition en saison régulière? Ben, moins cette année. Alors, si tu commences, ça dépend. Quelle est ta grille d'évaluation? Tu peux décider de plonger à fond dans les statistiques avancées. Tu peux te fier sur ce que tu vois. Tu peux lire ce que les gens de d'autres villes disent. La réputation des joueurs. Il y a plusieurs façons, je pense, de mener un vote comme celui-là. Mais
sais, comme par exemple, un gars, pour moi, comme Shane Pinto, des sénateurs d'Ottawa, il a été... Je pense que c'est lui qui a eu les confrontations les plus difficiles de tous les attaquants de la Ligue nationale. C'était extrêmement ardu, la quantité de compétition élite à laquelle il faisait face cette année. Donc, lui, il se retrouvait très haut sur mon bulletin de vote. Mais Suzuki, écoute, je sais pas... on dirait que, tu sais, il y a des années où, pour le meilleur et pour le pire, les gens disent « Ah, c'est son tour ». Hein? Je me souviens, il y a une année où le trophée Norris, Drew Doughty l'avait gagné. C'était peut-être pas sa meilleure saison, mais c'était son tour. C'était son tour. Puis cette année, les télédiffuseurs, les broadcasters ont nommé John Cooper. Ben, en tout cas, ceux qui ont osé, ceux qui se sont prévalus de leur droit de vote, puisqu'il y en a plusieurs qui n'ont même pas daigné répondre. Mais c'était le tour à John Cooper cette année. Alors, est-ce qu'on a vu que c'était le tour de Suzuki? Je pense que ça, pour moi, ça fait partie du fait que Suzuki maintenant est perçu à la grandeur de la Ligue comme un joueur de l'élite, puis c'est une façon de le témoigner. C'est ça, c'est un trophée. Shane Pinto, en passant, joueur le plus utilisé en désavantage numérique chez les sénateurs. Voilà. Ah! Bon, puis pendant ce temps-là, Cole Caulfield est gentil. C'est comme un... Ouais. Je trouve ça... C'est encore plus drôle, il me semble, quand ton coéquipier remporte un trophée important. Tu sais, le trophée Selke, c'est un trophée important. Tu sais, moi, je suis gentil. Pendant que toi, t'es le meilleur. Mais bref, je l'ai déjà dit, mais gentil, c'est pas une personnalité. Je sais pas jusqu'à quel point ça fait plaisir. Ouais, je pense que c'est une façon de reconnaître un peu la saison exceptionnelle qu'il y a eu. Aussi, ouais. Avec ce trophée-là. Mais il y a eu combien de joueurs qui ont obtenu un vote? 100? Qui ont obtenu au moins un vote, je pense. C'est ça. Fait que c'est comme un beau trophée de participation. Gentil. C'est pas un joueur salaud. Caulfield, c'est un joueur qui travaille de façon acharnée puis qui joue le hockey comme il doit être disputé et qui est un des rares à avoir marqué 50 buts cette année. Fait que il a excellé tout en étant gentilhomme. Bravo. Ben, que dire d'autre? C'est un contrat, c'est un trophée qui est difficile à décerner. C'est difficile de voter pour ce trophée-là parce que, honnêtement, si t'es pas sur la glace, tu t'en perds énormément par rapport à ça. Moi, j'avais fait, l'année dernière, ce que j'avais fait pour déterminer mon vote, c'est que j'avais consulté des joueurs à différents moments de la saison pour qu'eux me disent qui ils croient mérite cet honneur-là le plus. Peut-être que les arbitres pourraient voter pour le Lady Byng. Ce qu'on a vu dans les dernières années, Jacob Slavin l'a gagné à 2 reprises. Moi, je trouve ça intéressant de voir un défenseur être placé très haut dans le scrutin du Lady Byng parce que quand tu es constamment sous pression de l'échec avant adverse, quand tu es en position où tu te défends et que tu es en position où tu pourrais te compromettre et écoper de pénalités, être un joueur hyper efficace tout en demeurant dans les limites de la légalité, ce que Slavin a fait à peu près tout au long de sa carrière, ben ça donne des points à un joueur par rapport au Lady Byng, parce que veut pas, puis encore là, pour le meilleur, pour le pire, la colonne des pénalités, les gens en tiennent compte. Moi, je trouve ça un peu farfelu, puis je sais que les joueurs, c'est peut-être pas le trophée le plus important pour eux, puis il y en a qui... on pourrait voir ça comme étant quasiment un peu gênant de le gagner. Sauf que je trouve que Cole Caulfield a eu exactement la bonne approche aujourd'hui parce que tout à l'heure, quand il a commenté son honneur, il dit je regarde les autres joueurs qui ont été mis en nomination. Je suis à côté de Andrzej Kopitar, qui l'a déjà gagné d'ailleurs, plus d'une reprise. Illustre carrière. Puis Jake Sanderson, excellent jeune défenseur qui est promis à une carrière formidable. Puis tu regardes dans les années précédentes la liste des gagnants. Là, tu te dis, oh, OK, peut-être que le scrutin pour s'amener-là est un peu bric-à-brac, là. Mais quand tu regardes la liste des gagnants, c'est une super compagnie. C'est le fun d'être nommé au milieu de ce groupe-là, qui inclut, entre autres, Martin Saint-Louis, qui a gagné ce trophée-là à 3 reprises. C'est quand même pas banal. La meilleure ligne que j'ai entendue là-dessus, c'est tantôt, lorsque je parlais
une de mes proches, disons, on parlait du trophée Lady Byng. Martin Saint-Louis, pas Martin Saint-Louis, Cole Caulfield a remporté le trophée Lady Byng. Il donne ça à cause des performances dans les séries éliminatoires. J'ai trouvé ça drôle. Voilà. Il a été très gentil avec les adversaires dans les séries. Non, mais bravo. Oui. Les joueurs du Canadien commencent à être reconnus à travers la Ligue. Puis c'est beau de voir ça. Alors, souhaitons qu'il y ait encore plus de trophées individuels au cours des prochaines saisons. C'est exactement ce que ça illustre. Messieurs, merci beaucoup. Et maintenant, nous retournons à notre programmation régulière. On va commencer avec ça, la finale. Hein, on va commencer avec ça. C'est peut-être pas le sujet qui titille le plus le partisan, la partisane montréalaise, mais commençons avec tout seigneur, tout honneur. Le contraste est étonnant. Du jour au lendemain, partout pendant l'épopée éliminatoire du Canadien, partout, et j'imagine que c'était pareil pour vous autres, partout où je mettais les pieds, tout le monde me parlait de hockey. Les Canadiens, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça. Et là, c'est comme si ce sport-là n'existait plus. Plus personne n'en parle. Mais c'est quand même la finale de la Coupe Stanley. Alors, ça. Et de 2 matchs vieilles qu'elle est, c'est une bonne. C'est une bonne série. C'est une bonne, oui. Oui. C'est sûr que, à la base, il y en a qui disaient, Vegas-Caroline, au niveau de la confrontation, au niveau des marchés en présence, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, surtout d'avoir la Caroline sur ton comme carte principale. Ouais. Là. Tout le monde fait c'est qui elle? Non. Ouais, c'est ça. Non. Non. C'est une place. Ne dors pas, Caroline. Non. Ne dors pas. C'est une place. Mais au niveau du hockey, quand on l'a vu, on était à même de le voir contre le Canadien, à quel point c'est un rouleau compresseur. Puis ce que j'ai aimé, c'est que même quand ils sont en difficulté, le niveau de croyance, d'acharnement de cette équipe-là qui ne baisse jamais la tête, c'est assez phénoménal parce que ça a mal commencé encore pour eux hier soir. Mais les Hurricanes sont revenus encore grâce à Logan Stankoven qui a un peu réveillé le building là, en troisième période. Grosse troisième période dans ce match-là. Stankoven est la preuve que les petits joueurs ne peuvent se démarquer en séries éliminatoires. Tu sais, regarde là. Le dénouement heureux à quelque chose qui leur pétait d'en face. Je ne sais pas si Rantanen les aurait traînés comme Stankoven les traîne cette année. Je t'avoue que c'est vrai que de manière générale, cet échange-là aura souri. Ouais, en fin de compte, là, à la Caroline. Mais avant d'aller de ce côté-là, je voulais quand même mentionner les petits joueurs. Là. Quand tu regardes. Ne regardons que les séries du Canadien. Penchons-nous. En première ronde, face au Lightning de Tampa Bay, ça n'a pas été leur meilleur joueur, mais Yanni Gourde a été l'un des joueurs les plus efficaces du Lightning. Petit joueur. En deuxième ronde, qui a été le meilleur joueur des Sabres? Zach Benson. Ouais. Et en troisième ronde, je mettrais Stankoven à peu près sur un pied d'égalité avec Taylor Hall, mais peut-être une petite coche au-dessus. Tout ça, c'est des gars en bas de 6 pieds, c'est des gars de petits gabarits. Alors, ce narratif-là, comme quoi les joueurs de petite taille s'effacent en séries éliminatoires, c'est pas vrai. Il n'en revient qu'à chacun d'aller puiser au fond de ses ressources pour pouvoir se distinguer. Lane Hudson a connu d'excellentes séries pour le Canadien. Ça a été moins le cas pour Cole Caulfield. Mais après la victoire des Hurricanes face aux Canadiens, j'ai posé la question à Stankoven, justement, le fait que comment tu réagis par rapport au fait qu'il y a ce préjugé-là qui flotte? Puis il m'avait dit c'est beaucoup une question de compenser mon manque de gabarit par mon intelligence du jeu, par mon sens de l'anticipation. Il dit il faut que tu laisses parler ta passion pour le hockey puis ton acharnement. Puis il dit et tu ne peux pas te priver d'aller devant le filet ou de batailler pour des rondelles. Il faut que tu te salisses le nez. C'est la clé. Alors, tu sais, tous ces éléments-là, si un joueur, peu importe son gabarit, le met en pratique, il améliore ses chances d'avoir du succès. Et Lane Hudson aussi a été très bon. Exact. Durant les 2 premiers tours, là, il était peut-être un petit peu fatigué à la fin puis il a été visé systématiquement, mais je soulignais ça juste pour rappeler à ceux qui disent que Cole Caulfield n'a pas produit en série
en tout cas à 5 contre 5, qui n'a pas été aussi bon que d'habitude parce qu'il est petit. Ça n'a pas rapport. Non, puis je pensais te le dire. Puis c'est une bonne nouvelle pour les partisans et les partisanes du Canadien parce que les petits joueurs, ils ont que ça, le Canadien. Alors, réjouissez-vous. Ouais. J'écoutais. Ah oui, c'est ça, Rantanen, là. Ouais. C'est que Taylor Hall, il est trop gros. C'est ça, son problème à Rantanen, il est trop gros. Taylor Hall est arrivé dans l'échange de Rantanen en Mm-hmm. même temps. Pas dans le même échange, mais en même temps. Dans la même, ouais. Quand Rantanen est reparti, les Hurricanes sont allés chercher en retour Stankoven, 2 choix de première ronde, 2 choix de troisième. Un de ces 2 choix de première ronde-là a été échangé pour qu'ils aillent chercher K'Andre Miller, qui a été leur meilleur défenseur depuis le début des séries éliminatoires. OK, c'est encore meilleur que... Ouais. Puis à la fin de la journée, les Hurricanes, n'ayant plus Rantanen, avaient assez d'argent pour pouvoir aller signer Nikolai Ehlers durant l'été. Fait qu'ils s'en sont assez bien tirés. Ouais. Comme quoi, voilà, c'est ça. Des fois sur papier, c'est le papier et la glace, c'est pas la même chose. J'allais dire, j'écoutais cet excellent Elliot Friedman et le non moins excellent Carl Bakauskas et leur balado cette semaine. Puis j'ai accroché sur quelque chose que Friedman disait, à savoir que on entend souvent que la Ligue nationale, c'est une copycat league, une ligue d'imitateurs. Et les équipes vont tenter de recopier un peu les modèles qui ont du succès, notamment les équipes qui atteignent la finale ou qui gagnent la Coupe Stanley. Je suis curieux de vous entendre sur cette idée-là. D'abord, et ce que Friedman disait, c'est que bonne chance pour copier une de ces 2 équipes-là parce qu'elles ont elles sont plutôt particulières dans la façon dont elles sont construites, que ce soit à Vegas avec son modèle coupe-gorge ou encore la Caroline avec son modèle brin d'amour et incarné beaucoup là, dans l'aspect, je sais pas, là, organique, ou il y a quelque chose c'est comme il y avait quelque chose d'autre qui vivait, là, une espèce de force qui vivait dans la somme de toutes avec la somme de toutes ces parties-là. Mais, et je recouperais ça parce que il me semble que dans son point de presse, Kent Hughes a un peu mentionné que ils n'avaient pas vraiment l'intention de copier les autres équipes. Ils avaient l'intention ils avaient un style de jeu. En fait, je pense qu'il a dit que ça existe. Ben, il a dit que c'était un peu dépassé, je pense. En tout cas, je l'ai compris comme ça, cette expression-là, de dire qu'on essaie on essaie de copier. Comment tu veux copier la façon dont une autre équipe a été construite, là? Les équipes se construisent très lentement dans la Ligue nationale de hockey parce que tu es obligé ou presque de passer par le repêchage c'est difficile de faire des transactions, c'est difficile d'aller chercher des joueurs d'impact sur le marché de l'autonomie. Fait que un coup que tu vois comment tu peux copier ce que les Blues de Saint-Louis ont fait en 2019 ou copier l'Avalanche du Colorado qui avait Cale Makar puis McKinnon. Tout le monde construit son équipe le mieux qu'il le peut. Tout le monde joue à peu près les mêmes systèmes. Fait que je me demande. Je trouve que c'est devenu un peu un cliché, cette expression-là, je trouve. Ben, c'est quelque chose auquel Kent Hughes n'a jamais cru. Ouais. Il a commencé à en parler la minute qu'il a été nommé directeur général, que le Canadien, peu importe ce qui se fait ailleurs, ils allaient trouver leur propre voie, ils allaient avoir leur propre chemin pour bâtir une équipe gagnante. Parce que dans le fond, tu conçois ton équipe en fonction des joueurs que tu as sous la main, des opportunités qui s'offrent à toi, puis tu le sais pas, tu peux pas le décider en avance. Puis si tu es constamment à la traîne en disant « Ah! » Chaque année. Telle équipe a gagné à cause de tel facteur. Les Panthers ont gagné parce qu'ils sont plus gros puis ils intimident. Fait qu'il faut qu'on se grossisse puis qu'on intimide. Mais là, si tu es toujours en train de virailler à chaque année puis d'adapter ton programme, d'adapter ton plan en fonction de ce qui se fait ailleurs, ben tu te dénatures puis finalement, tu oublies de te concentrer sur qu'est-ce qui doit être fondamentalement ton identité. Parce que les équipes gagnantes, c'est vrai qu'elles ont chacune une personnalité puis on peut se dire « Ah, ça a bien fonctionné pour eux ». Mais ces équipes-là se sont bâties sans nécessairement regarder ce qui se fait ailleurs. Elles se sont bâties en disant « Chez nous, ça va fonctionner comme ça ». Et alors, c'est vrai qu'il y a une tentation de vouloir répéter ce qui se fait ailleurs. Puis il y a bien des équipes qui se cassent le nez à vouloir l'essayer. Mais pour moi, c'est un petit peu comme la mode. Tu cours après, puis tu ne rattraperas jamais. Et c'est cyclique, ça revient. Oui. Non, là, je fais juste... Il y a ça aussi. Je fais juste parler Il y a ça aussi parce que, tu sais, on peut très bien faire des parallèles entre, par exemple, la façon dont les Panthers de la Floride ont gagné leur Coupe Stanley puis les Ducks d'Anaheim de 2007.
plus grosses équipes. Puis après ça, tu as des équipes qui on a misé sur la vitesse à l'époque où les Penguins de Pittsburgh étaient particulièrement rapides. Un jeu plus hermétique, celui des Kings de Los Angeles, etc. Ouais. Où les merveilles, les grands bénéfices d'une reconstruction avec la dynastie, si on peut l'appeler ainsi, des Blackhawks de Chicago. Fait qu'on va essayer de trouver des leçons dans l'histoire, de trouver des leçons dans la façon dont chacune des équipes gagnantes s'y est pris. Mais en fin de compte, c'est en quoi crois-tu? Qu'est-ce que tu as sous la main? Qu'est-ce que tu as sous la main? Faut que tu fasses avec ce que tu as. Exact. Puis essaie de maximiser. Fait que si le Canadien, par exemple, décide de dire là, à partir de demain, on va modifier notre façon de faire, puis on va essayer de jouer davantage comme les Golden Knights, ça marchera pas, là. Non. Ça va être long, cette série-là? Cette finale-là? Écoute, ça s'enligne pour ça. Jusqu'à la moitié de la troisième période, hier, je commençais à me demander si ça allait être court. On a eu une fin de match absolument spectaculaire. Puis je pense que les Hurricanes ont marqué 3 buts sans riposte. Là. Ils tiraient de l'arrière 0-2 à la moitié de la troisième période. Ils ont marqué 3 buts en 5 minutes. Ça a été une fin de match absolument spectaculaire. Contestation de John Tortorella. Drôle d'idée. Oui, c'était pas net. Alors, fait que c'est ça. Et je pense que ça leur a permis de franchir peut-être un Rubicon. De dire, OK, là, on est dans la série. Ils vont sans doute déployer leurs ailes. Ça avait été important, le deuxième match pour les Hurricanes, le deuxième match de série contre le Canadien. Il y avait une longue série d'insuccès au troisième tour. Ils avaient perdu le premier match. Et s'ils avaient perdu le deuxième, probablement que plein de choses négatives. Ça aurait été différent. Plein de choses négatives auraient été lancées dans l'univers. Là, quand ils ont franchi cette étape-là, ils se sont dit, OK, on est en selle. Et donc, il y a beaucoup de choses quand même qui vont bien, là, à part Frédéric Anderson qui a 837 de moyenne d'efficacité. Et Anderson n'était pas éclatant non plus dans la série précédente. Il va falloir à un moment donné que leur gardien commence régulièrement à faire des gros arrêts, pas juste une fois de temps en temps, mais les Hurricanes dominent encore en possession de rondelles après 2 matchs. Leur désavantage numérique est toujours aussi efficace. Ils sont à 100% depuis le début de la série. C'est le deuxième meilleur de l'histoire pour une équipe qui a franchi le deuxième tour des séries éliminatoires. Alors, il y a des choses positives pour eux, mais ils font face à toute une machine de hockey. Là. C'est une très bonne série. C'est une très bonne série d'un point de vue hockey. Ça va être long? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. C'est 2 équipes qui me semblent être de calibre semblable. Puis 2 équipes qui qui mettent de l'avant vraiment beaucoup de profondeur aussi. Fait que c'est... je sais pas. Je pense que les Hurricanes, s'ils veulent gagner, il va falloir, par exemple, que ça débloque du côté de façon plus régulière, du côté de Aho, du côté de Svechnikov. Je pense... Mais en même temps, les Golden Knights peuvent bien dire, nous, Jack Eichel n'a pas fait grand-chose... Non, mais les premiers trios en série, ça marche pas. Ça marche pas. Ils ont tendance à s'annuler, ça, c'est clair. On le répète souvent, mais... On n'en a pas besoin. C'est la profondeur qui fait la différence en série. Ça. Bon, comme si on avait besoin de ça, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Je rendais hommage là, aux confrères et consoeurs qui, jour après jour, pendant de longues heures, doivent éplucher, tout éplucher pour trouver des sujets. Ça nous tombe dessus. En lisant ce qu'on écrit, on doit trouver des sujets. Entre autres, ça arrive. Mais pas moi, là, évidemment. Je ne sais pas écrire. Tu te sens interpellé, on dirait. Non, mais moi, je trouve pas que c'est honnêtement, je trouve pas que c'est une tâche herculéenne d'avoir une émission. C'est-à-dire que ça dépend. C'est que, comment dire. Faut que tu te répètes. Moi, c'est ça ma grande crainte, c'est de toujours dire la même affaire. J'ai l'impression déjà depuis le début du balado de dire quelque chose que j'ai déjà dit. Ouais, ben là, et ça nous arrive, hein, on fera pas semblant, mais ça nous arrive, mais
forcément moins souvent, parce que forcément moins souvent là. Ouais. Donc, c'est des mathématiques. Notre regard est surtout porté sur le Canadien. Donc, on regarde le même objet pendant 10 mois de temps. Là. C'est sûr qu'à un moment donné, on va revisiter les sujets. Là. Comme, mettons, Lane Hudson, tu sais. Il est bon. On l'a déjà dit. On l'a déjà On dit. l'a-tu déjà dit? Puis on va leur dire ce qu'on va sûrement leur dire. Donc, j'allais dire, ça nous tombe dessus. C'est même pas des rumeurs. C'est même pas c'est même pas des rumeurs. C'est Friedman, hein, ou ça aussi, si je ne m'abuse, qui a écrit que Dylan Larkin avait demandé un échange. Et ça tombe un peu, dans le goût du jour ici, parce que Dylan Larkin, c'est un joueur de centre gaucher. Évidemment, c'est ça. Ça fait jaser. Est-ce que... Ben d'abord, pourquoi il veut s'en aller? Il n'est pas bien? Il n'est pas heureux? Ça va pas bien à Détroit? Ça fait 10 ans que les Red Wings n'ont pas participé aux séries éliminatoires. OK. Quand tu regardes ça, il y a des joueurs qui essaient, je ne sais pas pourquoi, là, mais certains d'entre eux sont des Américains, qui essaient de manœuvrer pour dire moi j'aimerais ça aller jouer ailleurs, puis trouver une destination où ils vont avoir plus de chances de remporter la Coupe Stanley. Jack Eichel. Il est Matthew Tkachuk. Et il est au cœur au milieu d'un Quinn contrat Hughes. à long terme. Et Noah Dobson? il doit peut-être... Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de contrat à long terme, par exemple, Noah Dobson. Mais, ouais. C'est vrai. Mais ça dépend. Moi, mais excuse-moi. Okay, ouais. Continue. Donc... Il n'est pas américain. OK, continue. C'est mauvais. Bon, c'est mauvais. Ouais, c'est ça. Tu nous déroutes. Je m'en vais. Fait que, donc, où est-ce que j'en étais? Donc, j'ai complètement perdu mon On l'a eu! Ouais, Tu parlais des joueurs qui veulent améliorer leurs chances de gagner. Exact. Donc, Larkin est au milieu d'un contrat à long terme, puis je pense que là, il va bientôt atteindre le cap des 30 ans, et c'est un programme qui fait du surplace à Détroit. Ils ont énormément de difficultés. Puis, rappelez-vous, l'année dernière, il avait critiqué son directeur général ouvertement en disant on est frustré dans le vestiaire que l'équipe n'ait pas procédé à des améliorations. Et ça a été, il l'a exprimé après la fin de la saison des Red Wings. Cette année, les Red Wings ont procédé à des améliorations. Ils ont fait des acquisitions à la date limite des échanges. Entre autres, sont allés rechercher David Perron. Mais le résultat a été le même. Alors, évidemment, je pense qu'il y a peut-être un certain niveau de tension entre le directeur général puis le joueur vedette, qui est originaire du Michigan. C'est un gars de la place aussi. Ouais. Fait que ça facilite pas les choses. Ça fait doublement mal. Ben oui. Alors, là, ça place les Red Wings dans une position extrêmement difficile parce que c'est une équipe qui était déjà à la recherche d'un joueur de centre. Et là, si leur premier joueur de centre, leur capitaine, dit « Moi, je veux m'en aller », ben là, ça force Steve Yzerman à dire « OK, ben là, si on est obligé de se compromettre à faire une transaction de ce niveau-là, est-ce qu'on essaie de se maintenir puis on poursuit notre œuvre d'être une équipe qui aspire à revenir en séries éliminatoires, ou bien on va chercher un maximum d'actifs futurs puis on entreprend un genre de reconstruction. Ouais. Mais je trouve que c'est une position très, très difficile dans laquelle Larkin a placé Steve Yzerman. Puis, à quelque part, le GM doit se dire c'est pas vrai qu'il y a un joueur qui, par ses volontés, dirait-on ses caprices, qui va me forcer à prendre un certain chemin dans la façon dont je veux gérer mon équipe. Alors, ça va être un dossier très, très intéressant à suivre, à mon sens. Je trouve que c'est légitime là, quand un gars a joué 11 ans au sein de la même équipe pendant 11 ans, il a fait confiance aux gens qui sont là en place, mais tu vois que ça va nulle part. Aussi, tu constates, de ton point de vue d'athlète, c'est ton capitaine là, qui affronte le directeur général et qui dit « Moi, je veux m'en aller, je ne crois plus à ce qu'on fait ici. » C'est vraiment pas bon pour Yzerman. Non. Déjà que son sort semblait un petit peu en suspens au terme de cette saison. Mais cela dit, il y a énormément d'équipes qui vont lever la main pour dire ben oui. Et c'est une occasion pour Yzerman d'améliorer
améliorer son programme, là. D'aller chercher à la fois des actifs pour le futur et d'aller chercher un bon joueur pour le présent, là. Mais en même temps, comme Marc-Antoine disait, c'est déjà pas, ils sont déjà pas dans le trèfle avec la ligne de centre. Ils ne trouveront pas un joueur, il n'y aura pas un joueur j'allais dire équivalent. Non. T'as déjà, il te manque déjà un centre, tu vas peut-être aller en chercher un, mais ça sera pas ça sera pas un joueur de premier ou deuxième trio. Là. Ou sinon, il ne l'est pas encore. Tu peux aller chercher un C'est jeune ça. joueur qui C'est a le potentiel de exactement. devenir aussi bon que Larkin. Mais je veux dire, tu n'auras pas un joueur que tu vas pouvoir mettre à la place de Larkin, puis comme si de rien n'était. Ou enfin, pas comme si de rien n'était, mais mettons, c'est presque ça, on n'est pas loin. Là. Normalement, en termes de qualité de retour, c'est davantage quand tu regardes du côté des actifs futurs, de dire, si on ajoute, par exemple, on va parler de Quinn Hughes, qui est allé chercher, les Canucks sont quand même allés chercher un ancien choix de première ronde en Rossi. Ils sont allés chercher, un deuxième choix de première ronde en Bouillum. Ils sont allés chercher un vrai choix de premier tour futur. Tu sais, t'as comme des... si tu fais le total des actifs qui sont allés chercher, il y a beaucoup de valeur là, mais c'est majoritairement des actifs qui sont tournés vers l'avenir. Mais absolument. pour ce qui c'est une équipe dont c'est le projet aussi, et qui sont en reconstruction. Donc. C'est ça. Mais sauf que si tu veux rester dans le présent, ça devient extrêmement difficile d'aller chercher valeur égale pour un joueur qui finalement a un peu le gros bout du bâton, parce qu'en plus, Dylan Larkin a une clause de non-échange, fait qu'à toute fin pratique, il peut déterminer là où il va aller. Il va dire à Steve Yzerman, ben moi, je veux aller là ou là. T'sais. Alors, c'est sûr que le Canadien peut bien lever la main et dire, hey, nous autres, c'est le genre de joueur qui nous intéresserait, puis offrir la meilleure offre possible parmi toutes les équipes candidates. Mais si ça n'intéresse pas Larkin de venir jouer au Canada, de venir jouer à Montréal, puis que lui, il dit, ben je veux aller plus dans les mêmes places où tout le monde veut aller, là. En Floride, à Dallas, à Vegas, etc., là, à Alouette. Ben là, tout bad pour le Canadien. Puis, en plus, je rajouterais une couche, c'est que Steve Yzerman va-t-il être pressé d'échanger Larkin à une équipe de sa section? Pas sûr. Quand on additionne tout ça, ouais, c'est ça. Je sais que ça fait fantasmer, mais c'est vrai qu'on est loin. On est pas mal loin. Que tu as un centre qui vient de coller 5 saisons de 30 buts et plus consécutives. Il lui reste 4 saisons écoulées à une moyenne de 8,7 millions par saison. Le plafond salarial augmente de façon vertigineuse. Le prix est bon. Le gars sera encore, il arrive à 30 ans, là, il reste 4 ans, il va être encore productif jusqu'à la fin de son contrat. C'est un bon contrat. C'est très, très alléchant, mais la contrepartie, c'est ça. La contrepartie, elle va être assez costaud. Mais j'allais dire, mais c'est un test aussi pour ce nouveau pouvoir d'attraction du Canadien. C'est la nouvelle. Il y a été question de ça. Il y a des questions de ça depuis quelques années, depuis que Kent Hughes et Gorton sont là. Puis je pense que. Je mentionnais Noah Dobson tantôt. Ça en a été une illustration. Bon, c'est sûr que Dobson, c'est ça. C'est un gars des Maritimes qui avait joué son hockey junior majeur au Québec. Là. Il y a des liens. C'est peut-être pas le cas. Évidemment, c'est pas le cas de Larkin. Mais reste que. C'est ça. Que ce soit ce cas-là, parce que ça m'a aussi fait penser à quand c'est Hughes qui disait ça. Il dit on ne le sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui va être disponible. Puis ça, c'en est un exemple. Il y a une semaine, on n'aurait pas pensé que Dylan Larkin pourrait être disponible. Mais bon, moi aussi, les idées se bousculent dans ma tête. Là. Ben, la quantité, le petit nombre de joueurs de centre potentiellement disponibles fait en sorte que et la demande qui est énorme à travers la Ligue fait en sorte que la minute que tu rajoutes une option aussi significative que Larkin sur le marché, ben ça bouscule, puis ça fait en sorte que je pense que ça va dynamiser les choses. Mais tu sais, quand on parle du choix qui est devant Yzerman, de dire est-ce que je vais davantage vers la jeunesse ou je persiste dans le présent, moi je trouve que c'est un choix qu'il doit faire rapidement parce que s'il décide d'y aller vers la jeunesse, il doit profiter de la fenêtre précédant le repêchage pour dire hey, on va commencer tout de suite en allant chercher des actifs, en allant chercher, par exemple, un choix de première ronde dès le prochain repêchage. Mais, s'il veut se consacrer davantage sur le présent, moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait des transactions significatives qui aient lieu après le 1er juillet. Les équipes qui ne veulent pas nécessairement reconstruire vont voir le 1er juillet aller. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont disponibles sur le marché.
toutes les équipes vont courir après les mêmes gars. Et le plafond salarial augmente, fait que les équipes ont quand même beaucoup d'argent à dépenser. Fait que je serais pas surpris qu'il y ait des équipes qui se disent on va voir si on est capable d'aller chercher le 1er juillet des joueurs qui nous permettraient de combler un de nos besoins. Puis après, voyant ce qui est encore disponible, où sont nos besoins restants, ben là, on sait comment vers quelle cible on va se tourner. Fait que pour cette catégorie d'équipe-là, je serais pas surpris que Larkin devienne un gars intéressant si les Red Wings disent non, nous autres, on ne reconstruit pas. Alors, amenez-nous avec vos... cognez à notre porte avec vos joueurs de 24, 25, 26 ans. On va vous écouter. Mais ça ne sert à rien que vous nous laissiez miroiter des choix de première ronde. On ne mange pas de ce pain-là. Moi, si j'étais le propriétaire des Red Wings, je me poserais des questions. Quand le capitaine de ton équipe place le patron de l'équipe dans cette situation-là. C'est ça, tu sais, c'est beau dire est-ce que les Red Wings vont bifurquer vers une reconstruction ou essayer de continuer à améliorer l'avion en plein vol, mais je pense que là où il est rendu dans son mandat, ça fait 7 ans qu'il est là maintenant, là, Yzerman. Et là. Oh, si c'est pas 2009, là. 2019? C'est pas 2000. Non, c'est avant ça. Continue de parler, pendant que je vais te vérifier. OK. Fait que là, tu sais, si le directeur général va voir son propriétaire, il dit là, on va... By the way, on va reconstruire. On va reconstruire. Écoute, on va peut-être se faire dire, écoute, c'est peut-être pas avec toi qu'on va reconstruire. Ça fait 7 ans qu'il est là. C'est ça. C'est bel et bien 2019, c'est ça. OK. Alors c'est une énigme à plusieurs niveaux. Mais ça fait longtemps qu'on se pose la question de savoir où est-ce qu'il s'en va exactement, Steve Yzerman, avec son plan. T'sais. Il y a plusieurs jeunes joueurs. Il a été malchanceux au tirage au sort du repêchage à plusieurs reprises. Puis des fois, il a un peu repêché en milieu de première ronde ou à des joueurs qui ne sont pas, qui ont l'air d'avoir un profil où ils sont certains de jouer dans la Ligue nationale, mais c'est pas nécessairement des gars qui ont le plancher est élevé, mais leur plafond ne l'est peut-être pas autant qu'on voudrait pour pouvoir vraiment frapper des coups de circuit. Mais quand à la base, tu as Moritz Seider puis Lucas Raymond, c'est des bonnes pièces. C'est des bonnes pièces. Mais rapidement, tu dis, OK, ben là, les jeunes, c'est Marco Kasper, c'est Simon Edvinson. Ils ont de jeunes gardiens dans la pépinière. Ils vont se permettre de pouvoir en échanger un. Mais après ça, Axel Sandin-Pellikka, bon défenseur, mais tu sens pas qu'il y a dans cette nouvelle génération-là suffisamment de morceaux pour dire ça va être une équipe gagnante. Ils sont appelés à devenir une bonne équipe avec le nombre de jeunes joueurs qu'ils ont. Mais est-ce que ça va être une équipe qui, avec la pépinière qu'ils ont, ça va être une équipe prétendante à la Coupe cette année? J'en doute. Puis à l'autre bout du spectre, tu as tellement de joueurs qui sont un peu usés, qui arrivent vraiment, qui sont rendus à la trentaine, qui sont fatigués. Puis ces joueurs-là entretiennent l'espèce de pas de médiocrité, mais disons de ventre mou. Est-ce que tu dis, ben, c'est ni une équipe en reconstruction, ni une équipe de série, mais c'est une équipe là, vraiment de milieu de terrain. Alors, je pense que quand on dit que c'est un problème complexe à régler pour Steve Yzerman, c'est qu'à mon sens, Larkin lui met en face qu'il va falloir qu'il se branche puis qu'il donne une direction claire à cette équipe-là qui a l'air de louvoyer un petit peu depuis quelques années. Mais c'est quand même spectaculaire. Tu sais, quand Yzerman est arrivé à Détroit, tout le monde disait c'est le cerveau qui arrive, le cerveau du Lightning de Tampa Bay. Puis il y a beaucoup de gens qui disaient Julien Brisebois, qu'a-t-il fait pour mériter le poste? C'était juste l'assistant. Il voyageait sur il voyageait sur la queue du veston de Yzerman. Moi, finalement. Le temps a passé. Ouais. Et il y a eu 7 ans quand même, Yzerman, là, puis il n'a jamais réussi à se sortir de cette zone-là, qui est le pire endroit dans le sport professionnel, le milieu du classement. Question du public, réseaux sociaux. 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 Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public sur les réseaux sociaux. Réseau, public, question. Question du public,
Question du public, question du public, question du réseau. Il y a bien des affaires. Là. Il y a bien, on entend. Il y a bien beaucoup de bruit. Hein? Beaucoup de bruit. Des fois, du bruit plus fort que d'autres. Là, il y avait un petit bruit concernant Patrick Roy, qui aurait été... apparemment qu'il y a bien du monde qui ont eu l'entrevue Zoom pour le poste d'entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto. C'est tellement pratique comme outil. Oui, bien sûr. Hein? Il faut être de son époque. C'est ça. Et Roy en aurait eu une de ces entrevues. Alors, évidemment, c'est une idée. Je ne sais pas, j'ai pas le mot, mais c'est quoi l'idée? C'est quoi l'effet que ça me fait, Patrick Roy, coach des Maple Leafs? C'est quoi l'émotion que ça me fait? Moi, ça m'en fait pas du tout. Ça, c'est l'indifférence. Non, Ça, je connais. la même émotion que lorsqu'il dirigeait les Islanders ou Non, mais c'est comme l'Avalanche. particulier. Non, c'est un peu, je sais pas, il y a quelque chose. Ou si c'était les Bruins, il y a quelque chose d'une légende du Canadien dans une équipe, dans un rival, chez un rival légendaire, enfin. Ben, ce qui était assez étonnant, c'est quand son ancien entraîneur à Montréal, Pat Burns, a quitté du jour au lendemain pour aller coacher les Maple Leafs. La même journée. Ça, c'était étrange. C'est ça, mais voilà. C'est pas ça, mais... Non. J'étais là à son point de presse à Montréal quand Pat Burns, on a annoncé qu'il quittait l'organisation. Puis l'après-midi, même Il après-midi, était à Toronto. conférence de presse à Toronto et Pat est avec nous. Wow! Rafraîchis-nous à la mémoire. C'était pas est-ce que c'était un congédiement Non, ou c'était plus C'était un je m'en vais? c'était une entente. Ouais. Mais Séparé à l'amiable. Séparation à l'amiable. Puis on était à quel moment dans la saison, à peu près? C'est terminé. C'était OK, terminé. OK. à la fin de la OK. saison. Mais écoute, Patrick Ça aurait Roy, été moi, ce que meilleur. je trouve intéressant, c'est que ça a tellement fini de façon Abrupt. au Colorado, de façon où ça a été. Il y avait beaucoup d'aigreur. Oui. Et il est resté au banc des punitions de la Ligue nationale pendant longtemps. Puis on l'a traité un peu comme un chien galeux. Puis personne ne voulait considérer la candidature de Patrick Roy. Là, le fait que les Maple Leafs le considèrent, qu'il ait le travail ou non, à mon sens, je pense que son travail avec les Islanders a permis de lui redonner une nouvelle crédibilité, qu'il n'est plus nécessairement le vilain gars, garçon. Ouais, ou le gars bouillant qui veut prendre trop de Ouais. place, etc. Ouais. Tu sais, puis je pense que ça a un peu recalibré son image et ça va lui ouvrir davantage de portes, que ce soit à Toronto ou ailleurs. Mais je trouve que c'est un bon signal qu'il lui a envoyé parce que je pense pas que la minute qu'il a quitté l'Avalanche du Colorado, je suis pas sûr que le téléphone a sonné très, très souvent dans les mois qui ont suivi. Tandis que là, c'est le cas. Fait que c'est une bonne nouvelle pour lui, je trouve. Il est comme dans le carrousel. Ils l'ont rembarqué dans le carrousel. Ouais. Ça, c'est mieux dans le carrousel qu'à l'extérieur du carrousel. Donc, on demandait via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, est-ce que Patrick Roy sera derrière un banc la saison prochaine sur le book Eric? Les Sénateurs d'Ottawa, avec un point d'exclamation, c'est pour ça que je l'ai joué. Je l'ai joué comme ça. C'est vrai que c'était la rumeur, ça, quand M. Andlauer a acheté l'équipe. Il y avait comme un lien, me semble. Enfin, de mémoire. Louis-Philippe, derrière le banc, mais derrière la vitre comme spectateur. Ah, c'est très bon, ça, Louis-Philippe, sur Facebook. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le Gram, Poudo. Il va l'être en finale de la Coupe l'année prochaine quand il va porter la torche au Centre Bell. Très bon, ça aussi. Et pour Michel, toujours sur le Gram, pourquoi pas le banc de Tellement Hockey? Ça manque de joueurs dans la liste, ce panel-là. C'est vrai. C'est Là, vrai. puis on cherchait peut-être quelqu'un là, pour faire plus de bonifier balado. l'équipe. On va appeler Patrick. Ouais, tant qu'à. Ouais. Mais quand on t'a ajouté, là, on est dans les mêmes. Nous autres, quand on ajoute, c'est dans ces sphères-là. Ah ouais. C'est la fine, le dessus. Patrick Roy, puis moi. Marc-Antoine Godin, même affaire. niveau. Même affaire. Même niveau. Ouais. Hey, un petit mot, puisqu'on parle des coachs, un petit mot sur Manny Malhotra, qui est ancien joueur du Canadien. Mm. J'aime ça dire ça. Il a joué quoi? 20 matchs. Mais c'est plus que Sébastien Aho, ancien joueur du Canadien Oui. aussi. Qui a été nommé, ça aussi, ça couvait là, depuis des mois. Là, c'était écrit un peu dans le ciel, mais c'est lui qui a été nommé entraîneur-chef des Canucks de Vancouver. Et Marc-Antoine, tu précisais avant qu'on enregistre qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le fait qu'il maîtrise la langue française et que Du débrouille. ou du moins, Oh, oui. et que dans un avenir non défini, il pourrait s'ajouter au petit carrousel. C'est un petit carrousel qu'ils peuvent faire pour les entraîneurs potentiels du Canadien.
il pourrait avoir une place dans ce petit carrousel-là. Moi, j'ai toujours, je garde toujours ça à l'œil parce que, étant donné que les candidats sont très peu nombreux, tu veux éviter de te retrouver dans une situation où tu recycles les mêmes noms puis tu te ramasses finalement à rappeler des gars que tu as déjà eu derrière le banc. Fait que, tu sais, Michel Therrien a eu 2 tours. Claude Julien a eu 2 tours. Fait que, Alain Vigneault se demande où est son 2e tour. Mais enfin. Oui, mais Alain a décidé que c'était terminé. Je sais. Fait que, alors, c'est intéressant de dire, Malhotra qui est capable de s'exprimer en français, qui, au demeurant, va s'affirmer, je pense, comme un excellent entraîneur-chef. J'ai entendu en coulisses d'anciens joueurs qui m'ont parlé en grand bien de Manny Malhotra au niveau de sa structure, au niveau de la qualité de la préparation de ses joueurs. Ça a été un leader, ça a été un gars qui était, au plan technique, qui était très, très fort. Écoute, Martin Saint-Louis, je pense qu'il va être derrière le banc du Canadien pour de nombreuses années. Là. Alors, c'est de l'extrapolation. Mais pas jusqu'à la fin de nos jours. Non. C'est ça. C'est dans cette optique-là. Alors, c'est toujours intéressant de voir qui d'autre. Ah oui. Qui d'autre ça peut. Alors, tu sais, André Tourigny. Je ne sais pas si l'organisation un jour considérera Pascal Vincent, mais tu sais, Jim Montgomery. Il y a Patrick, mais Patrick, je vois pas ça à Montréal. Mais puis Malhotra s'ajoute à ce petit groupe-là. Je trouve ça intéressant. Puis là, évidemment, ce qui circule également, c'est que les Canucks de Vancouver seraient très intéressés à repêcher son fils, Caleb. Ouais. Alors, j'espère que ça ne viendra pas obstruer les choses. Ça, c'est pas bon. Non, tu ne dois pas... Non, en fait, c'est une mauvaise idée, je sais. En fait, c'est que ça ne devrait pas... Si c'est véritablement l'espoir qu'ils ont ciblé, que Papa Manny devienne l'entraîneur-chef ne devrait avoir aucune incidence là-dessus. De la même manière que c'est pas parce que Manny Malhotra est devenu l'entraîneur-chef qu'ils ne doivent pas repêcher son fils, mais c'est juste que, à mon sens, si tu décides d'y voir là une connexion ou quelque chose qui va faciliter, je pense qu'il s'embarque dans quelque chose de très périlleux. Mais puis de toute façon, la manière dont le repêchage se dessine, c'est loin d'être acquis aux yeux de bien des équipes que Caleb Malhotra est le 3e meilleur espoir de ce repêchage-là. Il y en a pour tous les goûts. Là. Mais je suis très content de voir Manny, qu'on a brièvement vu à Montréal pendant une saison. Là. Je suis content de le voir devenir entraîneur-chef. Il a été adjoint à Vancouver pendant quelques années sous Travis Green. Puis, mais là, c'est à son tour. Il est allé gagner à Botsford. C'est le club école. Enfin, la Coupe Calder. Oui. Ouais. Mais c'est une très mauvaise idée. Ce serait une très mauvaise idée de sélectionner le fils de Malhotra parce que dans un milieu compétitif comme celui-là, tu entres dans le vestiaire, tu es le fils de l'entraîneur, tout le monde te regarde un peu de côté, dit comment il va être traité. Ouais. Et l'entraîneur, pour la plupart du temps, pour contrer cette perception-là, qui est injustifiée la plupart du temps, va être plus sévère envers son fils qu'envers les autres joueurs. Le traitement finit par être différent. Et ça devient nocif pour le joueur ou ça n'aide pas le joueur. Et je pense sincèrement que c'est mieux que chacun fasse ses affaires. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps à Winnipeg. Oui. Où, Dave Lowry, un ancien, là, je pense, surtout des Penguins de Pittsburgh, était entraîneur adjoint. Et puis, son fils, Adam Lowry, qui est aujourd'hui le capitaine des Jets, était dans la formation. T'sais. C'est pas, ça crée des situations potentiellement délicates. C'est malaisant. C'est malaisant. Ouais. Je parle pour les autres joueurs aussi. C'est ça. Qui a besoin de ça? Mais dans le cas de Lowry, je pense que le père était adjoint avant de devenir entraîneur. Non, mais il n'a pas été entraîneur-chef avec les Jets. Il n'a pas terminé une saison à un moment donné? Dave Lowry? Je pense pas, non. Et en tout cas, parce que Paul Maurice a quitté de son propre chef. Là. Mais c'est ça, c'est pas lui qui avait assuré l'intérim quand Paul Maurice est parti? Il me semble qu'il avait terminé la saison, mais en tout cas, peu importe. Et on a déjà vu ça chez le Canadien aussi, quand ça a été court. Là, Bernard Geoffrion, début des années 70, début des années 80, a dirigé le Canadien pendant une brève période de temps et son fils, Danny Geoffrion, était un jeune espoir qui perçait la formation. Et Bernard Geoffrion l'avait dit, j'étais beaucoup plus sévère envers mon fils que les autres, puis avec le recul, ça n'aurait pas dû se passer comme ça, mais c'est un réflexe normal. Tu veux
veux préserver ta crédibilité auprès de tes joueurs, tu veux ton autorité, tu ne veux pas donner l'impression de donner de passe-droit et c'est toujours plus facile de serrer un coup de vis de plus à l'endroit de ton fils puis d'être au lieu, tu sais, est-ce qu'il mérite d'être dans la formation? Oui, mais c'est pas mal égal avec l'autre, on va donner la chance à l'autre, on va exiger plus. Et ça peut être très nuisible. Puis dans le vestiaire, est-ce que les gars sont à l'aise? C'est clair. Est-ce qu'ils sont à l'aise de s'exprimer, Ah de ventiler à l'endroit de leur entraîneur-chef quand le fils est là? Exact. C'est pas bon. Tu veux pas ça. Fait que, en tout cas, mais cela étant dit, choisir le bon entraîneur, à mon sens, c'est plus important que... Que le 3e choix au total? Oui. Surtout dans une année où, tu sais, c'est pas... il y a 3 espoirs et après c'est le déluge, là. Non, il y a quand même... Il y a beaucoup de philosophie. Il y a plusieurs candidats possibles. Ouais, c'est ça. Il a été entraîneur-chef Dave Lowry par intérim à la fin de la saison 21-22. Yep. Et il est parti après ça. Parce que c'était insoutenable, la situation féminine. Parce que la situation familiale était insoutenable. Ouais. Mais voilà. Non, c'est ça. C'est pourquoi. C'est de se magasiner des problèmes. Bon, je sais que vous autres, là, vous êtes toujours sur place, là, mais où est-ce que je vais regarder mon hockey en français, moi, l'été prochain? La saison prochaine? Évidemment. À RDS. RDS. Pour 45 matchs à RDS. Les autres, allez-vous me texter ce qui se passe pour les autres? Parce que là, on va te donner des mises à jour. Là. Pouvez-vous filmer? Non, vous ne pouvez pas filmer. Vous allez vous faire... vous allez vous faire chicaner. Non, mais comment dire? Je cabotine, là, mais c'est incompréhensible que ce soit pas réglé. Parce que là, c'est pour la saison prochaine. Là. Oui. Ça n'a aucun sens que ce soit pas réglé. La balance de 40, combien? 40 quelques matchs? 39 matchs. 39 de saison régulière et plus les séries. Plus les séries, qui est la période la plus cruciale, on s'entend. Oui. C'est inconcevable pour des collègues aussi qui attendent de renouveler leur contrat, qui attendent de savoir exactement quelle va être leur charge de travail, qu'est-ce qui va être attendu d'eux. Est-ce qu'ils vont avoir un emploi? Ça va jusque-là? Ben oui. Et, écoute, moi, j'ai écrit là-dessus il y a 2 mois et demi, puis ça défiait la science-fiction. Ouais. Ça relevait de la science-fiction. Pour moi, que ce ne soit pas réglé à ce moment-là. Là, la saison du Canadien est terminée. Il y a 1 mois, Pierre-Carl Pelado, le patron de TVA Sport, a dit à l'Assemblée des actionnaires, oui, les négociations sont très avancées. Je ne serais pas surpris qu'il y ait du hockey à TVA Sport la saison prochaine, mais c'est toujours pas réglé. Et Gary Bettman s'est fait questionner là-dessus à sa conférence de presse précédant le premier match, la finale de la Coupe Stanley, puis c'était assez vaseux comme réponse. Là. Oui, je suis confiant qu'on va avoir des matchs, que tous les matchs vont être diffusés en français. Mais ça fait sursauter. Mais quelle forme ça va avoir, ça reste à déterminer. Alors, on est rendu... On est au mois de juin, là, puis c'est le genre d'annonce. Les droits du Canadien sont parmi les plus lucratifs de la Ligue nationale, sinon les plus lucratifs. Ça génère des audiences incroyables. Habituellement, c'est annoncé 1 an d'avance au minimum. Mais même 1 an d'avance, c'est tard. C'est 2 choses différentes, par exemple, de dire c'est ce qui attire le plus d'auditoire puis ce qu'il y a de plus lucratif, parce que c'est somme toute un marché qui est fermé, qui, au niveau publicitaire, je ne suis pas sûr qu'il arrive à générer. Je veux dire lucratif pour l'équipe, mais. Okay. Oui, pas pour le réseau. Pas pour le réseau, parce que les réseaux, tirent le diable par la queue. TVA Sport a perdu 200 millions depuis 2014. C'est quand même beaucoup d'argent. Là, la situation, c'est ça, c'est que là, RDS s'est engagé très rapidement. En octobre dernier, on a su qu'il y avait une entente à long terme, 40 quelques matchs. Ça coûte entre 1,8 et 1,9 millions par match. Juste les droits, là. Juste les droits. Là, t'as pas tes frais de production et tout ça. Fait que c'est extrêmement cher. Et là, on s'entend, on comprend. Je pense que la moyenne des ours est capable de comprendre que s'il n'y a toujours pas d'entente, c'est parce que TVA refuse de payer le prix demandé, là, puis que les négociations se poursuivent, puis que c'est
c'est difficile. Ben, pas seulement TVA, tout le monde refuse de payer le prix demandé. Ben, il y a juste Parce qu'il deux y aurait une diffuseurs. opportunité. RDS aurait pu ramasser la balance. Ben, Ils ont déjà eu. Il Ils n'y ont déjà eu. a personne qui dit que ça arrive. Non, je sais bien, mais eux aussi refusent enfin, eux aussi Ben, font le. Eux se sont déjà engagés. Là, s'il y avait un budget de 86 millions, ils se sont déjà engagés à le faire. Fait que là, si tu reviens les voir, puis tu dis, ben, en passant, il nous reste 39 matchs plus les séries, il y a un petit réalignement budgétaire, Il va falloir leur remettre de l'argent. Budgétaire à faire. Fait que, il y a une partie de bras de fer, visiblement, qui se joue. Ouais. Gary Bettman est un négociateur extrêmement coriace, extrêmement patient. Et là, tout le monde est dans les limbes. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Marc-Antoine vient de dire. Là, les gens de TVA se font peut-être dire à l'interne, inquiétez-vous pas, ça va se régler, mais c'est pas réglé. Puis c'est anormal que ce soit pas réglé à cette période-ci. Puis à RDS, beaucoup de gens qui travaillent sur la télédiffusion des matchs, leurs contrats ne sont pas encore renouvelés. Alors, est-ce que c'est parce que la direction de RDS est soudainement plus lente qu'avant ou parce qu'on ne sait pas encore si ça va être les contrats vont être pour 40 quelques matchs ou si ça va être pour un plus grand nombre de matchs. Alors, il y a beaucoup de gens dans le milieu qui sont dans les limbes en ce moment et il n'y a personne qui pose des questions aux gens qui travaillent dans les réseaux. Tu poses des questions chez le Canadien, il n'y a personne qui veut répondre à ces questions-là. Tout le monde dit « Ah, c'est Gary Bettman qui s'en mêle. » Et les discussions se poursuivent. C'est quand même particulier. Mais là, parce que moi, j'ai sursauté en entendant... J'ai confiance que tous les matchs vont être présentés en français. Comme, hein? Est-ce que ça... Moi, j'ai jamais envisagé que la moitié des matchs ne soient pas disponibles en français. Non, c'est sûr que ça va être diffusé. C'est sûr que ça va être diffusé en France. OK, mais là, tu sonnes comme un... tu sonnes comme les gens qui disent « Inquiétez-vous pas, inquiétez-vous pas, ça va être réglé. » Tu l'as dit, Bettman... Écoute, ce serait pas la première fois qu'il tire la plug. S'il tire la plug avec TVA Sport, il va trouver quelqu'un. Gary Bettman, je pense, va être plus enclin à se couper un bras et à céder les droits moins chers à une tierce partie que de les donner à TVA Sport si TVA Sport ne veut pas payer le montant ou un montant qui se situe dans les mêmes zones. Puis là, ça crée une situation très particulière. Là. Si tu as vendu les matchs à RDS pour entre 1,8 et 1,9 million, tu ne peux pas les vendre 1,2 million par match à TVA Sport. Là. Ton partenaire de longue date va dire là, tu vas me. Est-ce que tu ris de moi? On va revoir l'entente. Alors, c'est une situation qui est très, très complexe, mais j'ai hâte de voir comment ça va finir. Puis, il y a eu des chiffres qui sont sortis par rapport à la rentabilité des deux réseaux. Cette semaine, RDS est redevenu profitable. Le TVA Sport reste dans le rouge. Peut-être que RDS va se dire, ou sa maison mère de Bell Media va dire, finalement, notre façon de procéder, c'est de la saine gestion, puis on n'a peut-être pas besoin de dépenser davantage si on veut juste se maintenir à flot puis demeurer rentable. Fait que je ne sais pas à quel point, je ne suis pas sûr qu'ils vont nécessairement se lancer dans les grandes dépenses. Il y a beaucoup été question, évidemment, au fil des ans, du fait que TVA Sport a été très malchanceux de se compromettre sur d'acheter les droits des séries éliminatoires, les droits nationaux, puis en même temps, avoir le Canadien rater les séries aussi souvent. Je pense que le pari peut être intéressant de dire que dans le prochain contrat télé, le Canadien va être là plus souvent. Fait que c'est plus attrayant pour un diffuseur d'ici de dire, on a la propriété des séries éliminatoires, mais on va pouvoir mettre le Canadien de l'avant davantage qu'on l'a fait dans les 12 dernières années. Fait que je ne sais pas si ça va être suffisant. Et probablement que le TVA Sport, ils ont les chiffres, là, sont à même de voir l'impact que ça a eu de voir le Canadien en finale d'association. En fin de compte, moi, je m'attends à ce que TVA Sport aille chercher quand même une part significative. Mais c'est, ils avaient l'air... Il y a des gens de TVA Sport à qui j'ai parlé puis que je regardais aller durant les séries puis qui avaient l'air... qui exprimaient une certaine confiance par rapport à la conclusion de tout ça. Mais comment ça s'appelle, Martin, la théorie? Tu sais, quand tu t'acharnes sur quelque chose... Parce que pour TVA Sport, là, ce serait...
c'est comme pas le temps d'abandonner, là. Mais, on parlait de ça, là, tu t'acharnes sur un joueur ou tu t'acharnes sur... tu continues de dépenser parce que tu dis, bon sang, je vais finir par y arriver. Il y a ce risque-là aussi. Mais... Écoute, j'ai chroniqué là-dessus. Tu sais ce que je veux dire, c'est le rattrapage des coups perdus. C'est ça, exactement. Mais dans leur cas, ça pourrait être des coups gagnés parce que dans l'article qui faisait état des situations financières des deux réseaux, il était mentionné que la bonne année, le bon printemps allait se refléter dans les résultats de l'année prochaine et que probablement qu'à ce moment-là, pour la première fois de son histoire, TVA Sport pourrait ne pas perdre, pas perdre d'argent. Alors ça aussi, ça peut peut-être les convaincre. Mais bon. Hey, en tout cas, mais vous allez me texter au pire. Vous allez dire, Alex, c'est 2-1. Au pire, oui. Ça, on peut faire ça. Absolument. Personne ne va vous voir. Là. Absolument. 2-1, c'est Lane Hudson. Oui, tu sais qu'il y a des applications pour ça. Ah! Ouais. Ouais, mais c'est pas pareil. Pendant que t'es au bistrot. Non, mais moi, penses-tu que je vais regarder ça sur mon application? Là? Non. J'ai mes boys dans l'amphi. Non. Laisse faire. Mes espions. J'ai mon équipe sur place. Marc-Antoine Godin, je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Oui, c'est quel journaliste? ma description de Tout tâche. un. D'ailleurs, on l'annonce la semaine prochaine, que des journalistes affectés. C'est ça le plan? C'est ça le plan. Que des affectés. On est Très turbulent affecté. dans ces moments-là. Là. Quand Préparez-vous. Gaston et moi, on est là, Préparez-vous. Là, le chat est parti, les souris faites votre blanches. sieste. Là, Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment. Encore un grand bonheur, messieurs. Et là, si je comprends bien, la semaine prochaine, je pense que Godini et le Gascounet m'ont donné congé. C'est ça, congé. Repos, prends des forces pour le dernier droit. Fantastique. Le dernier droit qui... on est pas mal dedans. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tel Manqué. Merci infiniment, Jacques-Alexis. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Passez un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.